Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle de TV Liberté, Les idées à l'endroit, animée par Alain de Benoît avec mon assistance. Chaque mois, nous interrogerons des grands sujets philosophiques et politiques avec des invités de diverses sensibilités intellectuelles. Alain de Benoît, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pourriez nous présenter le premier thème de cette émission, le premier thème de cette première émission, ainsi que nos invités? Merci Olivier, bonsoir à tous. Depuis maintenant un quart de siècle, ils jettent la perturbation, ce sont les empêcheurs de penser en rond du paysage politique. On les regarde avec admiration, avec méfiance, avec hostilité, avec sympathie, et l'étiquette qui les désigne est même parfois devenue une injure. Mais de quoi s'agit-il? Bien sûr, des mouvements que l'on appelle populistes, des mouvements, des partis, des chefs politiques qui interrogent les politiciens, mais qui interrogent également les sociologues, les historiens, les politologues. Qu'est-ce que exactement le populisme, cette nouveauté incontestable du paysage politique en Europe depuis quelques décennies? C'est le sujet de cette première émission de la série Les idées à l'endroit. Pour en parler, nous avons parmi nous Jean-Yves Camus, à ma droite, qui est un spécialiste critique de l'étude des droites radicales, mais également des populismes. Nous avons Vincent Decoudière, auteur il y a peu de temps d'un éloge du populisme, que nous montrerons tout à l'heure à l'écran. Charles Robin, qui vient de publier un livre intitulé « La gauche du capital », et l'écrivain Olivier Molin, avec qui nous parlerons un peu du populisme en littérature. Nous devions avoir également sur ce plateau le politologue Guy Hermet, qui n'a pas pu se déplacer, mais que nous entendrons tout à l'heure dans un enregistrement que nous avons fait à son domicile. Mais je vais me tourner tout de suite vers Jean-Yves Camus, dont le temps est malheureusement très limité, puisqu'il ne pourra pas participer à la totalité de l'émission. Ce que Guy Hermet dit dans son propos, c'est essentiellement l'extraordinaire diversité des mouvements populistes et le fait que cette étiquette de populiste ait pu être décernée à des gens aussi différents que Geert Wilders, Marine Le Pen d'un côté, mais également Mélenchon, voire le parti grec Syriza, les indignados espagnols, etc. L'historien Michel Vinocq, il y a quelques années, disait que le populisme est un peu de toutes les tendances, de tous les partis, et il rappelait que la confiance dans le peuple, dans laquelle on peut voir l'amorce du populisme, se retrouve déjà chez Robespierre, mais également chez Michelet. À côté de cela, chez beaucoup d'observateurs, on observe une certaine démarche paresseuse qui consiste à analyser le populisme comme le retour du déjà-vu, c'est-à-dire essentiellement le retour de l'extrême droite sous de nouveaux habits, voire le retour du fascisme, alors que les chercheurs qui ont étudié sérieusement le problème le voient peut-être d'une autre manière. Donc c'est en tant que l'un de ces chercheurs que je me tourne vers vous pour vous demander votre opinion à la fois sur la manière dont beaucoup de vos confrères étudient le phénomène populiste, et puis quelles sont à votre avis les bonnes règles qu'il faut observer pour l'étudier. La meilleure règle pour observer le populisme, c'est d'abord la distance, et non pas cette manie que vous avez à juste titre qualifiée de paresseuse, qui consiste à voir dans les mouvements que vous avez cités et dans d'autres comme une sorte d'adaptation moderne ou de ressucé des mouvements des droites radicales des années 30 pour essayer, hors de toute raison, de comparer l'époque contemporaine à celle d'avant la Seconde Guerre mondiale. Mais regarder le phénomène populiste, c'est aussi avant tout ne pas céder à cette tentation très fréquente, moins chez mes collègues que dans les médias, d'expliquer qu'au fond, les populistes sont sales. Et les populistes sont sales parce qu'ils représentent le peuple. Et le peuple, ma foi, composé aussi de travailleurs aux mains calleuses et de paysans qui n'obéissent pas nécessairement au code de la société bourgeoise. Alors, puisque le peuple c'est sale, les populistes le sont aussi. Derrière tout, moi ce qui me frappe, c'est que derrière tout ce traitement médiatique des populistes,
il y a avant tout cette sorte de disqualification du peuple. C'est-à-dire que je ne tiens pas pour ma part pour acquis que le peuple ait tout le temps raison, mais nombre des journalistes qui suivent ce phénomène, voire des spécialistes du phénomène, considèrent qu'il a apparemment tout le temps tort. Donc il faut essayer de revenir à de justes proportions. Le populisme, c'est d'abord un style de gouvernement. Et ce style populiste, qui consiste à flatter à un moment donné ce que l'on voit remonter de l'opinion, donc à faire souvent des promesses de campagne qui vont dans le sens de ce que les instituts de sondage vous indiquent, il peut être utilisé par absolument toutes les familles politiques. Historiquement, il y a au moins 3 formes de populisme. Le populisme paysan, qui a accompagné à la fin du XIXe siècle la transformation vers la société industrielle, et dont les États-Unis d'ailleurs ont été un des berceaux. Le populisme de gauche, qui tient pour acquis que le peuple, une définition qui reste à donner, a naturellement toujours raison, et un populisme qui considère, ou plutôt à droite, qu'il y a aujourd'hui cassure entre les élites et le peuple, ce qui me paraît être un phénomène indubitable, et qu'à la démocratie représentative que nous connaissons, il faut substituer une forme de démocratie directe par laquelle le peuple s'exprimerait sur tous les sujets et à tous les moments, depuis les enjeux d'intérêt national jusqu'à des enjeux proprement locaux. Alors moi j'ai une attitude très, j'allais dire, très médiane sur ce dernier point. Je pense qu'il y a en ce moment des initiatives extrêmement intéressantes de démocratie participative et locale et qu'il faut effectivement essayer de construire la démocratie par le bas. Pour autant, sur un certain nombre de grands sujets sociétaux, je ne sais pas si l'instauration de ce mode de gouvernement n'introduirait pas une démocratie de l'opinion, et on sait combien l'opinion peut être volatile. Donc, essayons de garder en tout cas un esprit extrêmement aiguisé sur ces questions, et surtout, essayons tout de même de bien voir qu'aujourd'hui, malgré le fossé croissant qui existe entre le peuple et les élites, le peuple, ça existe toujours et ça ne disparaîtra pas de l'histoire. Ça reste toujours avant tout le moteur de l'histoire. Et le peuple peut parfois être imprévisible et casser le cours qu'on nous présente comme établi de la marche de l'histoire. Il peut ressurgir. Et parmi les populismes historiques, ceux dont les États-Unis ont été le laboratoire à la fin du XIXe siècle, ou le populisme russe, à peu près les narodniki de la même époque, sans évoquer tous les populismes du tiers-monde, de Péron à Kadhafi et quelques autres, est-ce que, à votre avis d'observateur, dans les populismes tels qu'ils se configurent aujourd'hui en Europe, il y a des éléments novateurs, des éléments nouveaux qu'on ne trouvait pas auparavant? Oui, il y en a au moins, c'est effectivement l'utilisation de la démocratie cathodique. Mais est-ce que c'est Geert Wilders qui a commencé, ou Christophe Blocher, qui n'est pas vraiment une bête de télévision, ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi qui ont donné le là, notamment Silvio Berlusconi, qui a tout de même réussi ce dévoiement incroyable de la démocratie, d'être à la fois l'homme qui passe à l'écran et l'homme qui commande l'écran. Autrement dit, celui qui passe la commande et qui en quelque sorte se sert lui-même. Silvio Berlusconi, c'est l'incarnation même du populisme qui construit la demande de l'opinion par la maîtrise financière qu'il acquiert du paysage médiatique et en partie du paysage de la presse papier et de la péninsule, et qui ensuite se lance en politique pour répondre à la demande qu'il a créée. Très bien. Nous aurons évidemment à reparler de cette notion de peuple. Je ne veux pas vous lancer, puisque vous êtes limité dans le temps. Je le regrette aussi, mais nous aurons certainement l'occasion de reprendre cette conversation ou une autre, peut-être dans une autre émission. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Alors, évidemment, lorsque on parle du populisme, on tombe toujours sur les mêmes grandes explications. La cause fondamentale du populisme, ce sont les dysfonctions de la démocratie, et plus particulièrement de la démocratie représentative. C'est le fossé considérable qui s'est creusé entre le peuple, quelle que soit la définition qu'on en donne, et les élites
dirigeantes, les élites politiques, mais également les élites médiatiques, économiques, financières et autres, qui tendent à fusionner dans une sorte de superclasse mondiale dont le peuple se sent de plus en plus éloigné. Et les objections que l'on adresse aux populistes, c'est généralement l'argument de vouloir tout de suite, ou bien l'argument de la démagogie. Beaucoup disent on flatte le peuple, mais en réalité on ne lui laisse pas véritablement la parole, ce qui est parfois vrai, mais qui ne l'est pas toujours. Alors Vincent Coussedière, vous avez publié un livre qui s'appelle Éloge du populisme, je crois que vous l'avez apporté et je voudrais le montrer à l'écran. C'est un livre très riche et très incisif parce que vous dépassez très largement les clichés qui sont entretenus autour du populisme. Et pour ma part, j'avais noté en lisant votre livre deux ou trois phrases que je voudrais citer. Vous dites « Le peuple est une réalité vivante dont l'être ensemble est politique. L'être ensemble populiste est un être qui réagit à la place vide de la direction politique. Il correspond à ce moment de la vie des démocraties où le peuple se met à contre-cœur à faire de la politique parce qu'il désespère de l'attitude des gouvernants qui n'en font plus. » Et vous dites encore, le populisme est l'aspiration non encore réalisée à retrouver cette politique qui permette au peuple de continuer à être un peuple. Et là, vous déplacez un peu l'accentuation du peuple à la politique et à ce que peut jouer la politique dans une optique populiste. Je crois que c'est un thème que vous pourriez peut-être expliciter ou développer un peu. Tout à fait, donc je vous remercie de votre invitation. Alors effectivement, cette notion de populisme est une notion qui est d'abord extrêmement répandue, je dirais, dans les analyses médiatiques et intellectuelles. Et je crois que c'est une notion, plus une notion qu'un concept, et qui rassemble énormément de choses différentes. Donc j'ai essayé dans mon essai de faire un certain nombre de distinctions pour donner une définition peut-être un peu plus précise au populisme. Alors je crois que c'est peut-être intéressant de prendre les choses un petit peu historiquement, c'est-à-dire de se demander quand est apparue dans le débat politique français cette notion de populisme. Je pense qu'il faut reprendre les choses de cette manière. Et en fait, c'est Pierre-André Taguieff, qui est finalement le spécialiste de cette question, enfin un des spécialistes de cette question, avec Guy Hermet aussi, avec qui vous avez réalisé un entretien. Et donc, Taguieff, dès les années 84, écrit quelques articles sur le populisme. Et l'occasion de ces articles, c'est une interprétation de l'apparition, de l'émergence du vote Front National. Et c'est pour interpréter cette émergence du vote Front National que Taguieff va mobiliser cette notion de populisme. Il va d'ailleurs la mobiliser d'une manière très critique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, la mobiliser d'une manière critique. Alors, il va ensuite développer ça beaucoup plus en 2002 dans l'ouvrage de référence qui est L'illusion populiste, qui est vraiment l'ouvrage qui sert de base, je dirais, à l'interprétation classique du populisme. Alors, comment comprendre cette interprétation et le succès qu'elle a rencontré, l'interprétation en termes de populisme, pourquoi est-ce qu'elle a rencontré du succès? Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est parce que, si vous voulez, à partir du moment où le Front National rassemblait un certain nombre de votes, 15% au présidentiel, au municipal beaucoup plus, etc., eh bien, il devenait difficile d'interpréter le phénomène du Front National en termes de fascisme. C'est-à-dire que le concept ou la notion de populisme développée par Taguieff va être une manière, si vous voulez, de réinterpréter la percée du Front National. Et de telle sorte que, finalement, on puisse finalement avoir une interprétation qui est plus satisfaisante, parce que parler de fascisme à propos d'un parti qui rassemble déjà un tel pourcentage de votes sans recourir de manière systématique à la violence, donc ça renvoie aussi à la définition du fascisme ou de l'extrême droite, qui est quand même lié à des mouvements révolutionnaires, des mouvements de contestation frontale de l'ordre républicain. Et donc l'interprétation de Taguieff, en parlant de populisme, avait le mérite, je dirais, de sauver les phénomènes, pour reprendre la phrase de Duhem en ce qui concerne la physique. On sauve les phénomènes parce qu'on explique la percée du Front National
par le concept de populisme en rendant compte du fait qu'on n'a pas effectivement un mouvement révolutionnaire, n'est-ce pas? Donc voilà, à mon avis, le succès de cette interprétation, le développement de cette interprétation, et du coup, elle a diffusé dans le monde médiatique et intellectuel, cette interprétation du populisme, parce qu'elle a permis un peu d'interpréter les phénomènes, justement. Voilà, alors moi, quand je fais un éloge du populisme, j'essaye, si vous voulez, de déplacer un peu, comme vous l'avez dit, je change un peu de plan. C'est-à-dire que ce qu'on appelle populisme dans l'interprétation de Taguieff, qui est reprise par beaucoup d'interprètes aujourd'hui, c'est une forme de démagogie. C'est-à-dire que quand on parle de populisme, comme vous l'avez fait avec Jean-Yves Camus, on parle tout de suite, on focalise tout de suite sur des chefs de parti, des mouvements politiques, qui tiennent un certain discours d'appel au peuple. Voilà, c'est l'interprétation donc courante du populisme. Le populisme, c'est une démagogie, un discours d'appel au peuple, et extrêmement pauvre finalement, parce qu'en appeler au peuple contre les élites, ça n'est pas quelque chose de suffisant, parce que le peuple n'est pas justement, n'a pas d'unité, le peuple peut avoir des intérêts de classe qui expliquent une division. Donc moi je démarque, ma distinction liminaire, c'est de distinguer ce que j'appelle, je préférais qu'on parle de démagogie populiste plutôt que de populisme. Et je termine là-dessus, parce que le terme de populisme me semble prêter à confusion, puisqu'il fait déteindre sur le peuple lui-même les thèmes de la démagogie populiste. Alors, trois remarques là-dessus. La première, puisque vous avez cité le nom de Taguieff, il faut dire qu'il a lui-même évolué ces dernières années. Quand on lit son dernier livre sur l'anti-lepénisme, par exemple, on s'aperçoit qu'il revient de manière critique sur des arguments qu'il avait lui-même utilisés. Deuxièmement, la critique classique de la démagogie populiste se heurte à un constat que vous faites d'ailleurs dans votre livre, c'est qu'elle trouve tout naturellement son pendant dans la démagogie des élites, qui n'est pas moins grande que la démagogie ou prétendue démagogie des populistes. Maintenant, vous indiquez les populistes ne se situent pas dans une attitude frontale révolutionnaire. Je comprends bien ce que vous voulez dire par là, ils ne descendent pas dans la rue pour faire des barricades, prendre les armes, etc. Mais est-ce que l'usage qu'ils font de la politique pour retrouver l'être même qui les constitue en peuple, c'est-à-dire bien au-delà de la thématique de l'identité entendue simplement, comme on l'entend trop aujourd'hui, mais beaucoup plus dans une continuité, dans l'optique d'une recherche de valeurs partagées et surtout de l'idée du commun. On parle toujours du bien commun, mais dans l'expression bien commun, le mot important, c'est peut-être pas le mot bien, c'est sans doute le mot commun, car le commun, c'est véritablement le politique. Est-ce que cet usage populiste du politique n'a pas un caractère relativement révolutionnaire, avec des guillemets si vous voulez, par rapport à l'usage un peu ronronnant dont donnent le spectacle les partis de gouvernement? Alors tout à fait, là vous m'interrogez donc sur les mouvements populistes dans la définition classique du terme. Et vous me demandez si ces mouvements finalement ne nous font pas redécouvrir finalement la question de la communauté. Ouais. Et là, sur cette question, effectivement, je pense que dans bien commun, effectivement, il y a commun. Donc, de quelle communauté ce bien est-il commun? Simplement, moi, ce que je pense, c'est que ces mouvements sont, si vous voulez, seconds par rapport à ce que j'appelle le populisme du peuple. C'est-à-dire que moi, je conserve le terme de populisme, qui me semble un terme intéressant, et simplement, je le redéfinis en essayant de dire qu'en fait, il correspond à quelque chose de plus profond que ce sur quoi la science politique attire notre attention. C'est-à-dire que pour moi, les mouvements populistes viennent, si vous voulez, après et cherchent à, alors je ne vais pas dire récupérer, parce que ça serait comment dire, péjoratif, et la politique consiste aussi à avoir une prise justement sur le peuple, mais ils cherchent à donner une expression. Voilà, les mouvements politiques cherchent à donner une expression à ce que j'appelle le populisme du peuple. Et donc, je dis simplement que le populisme du peuple, si vous voulez, c'est un phénomène extrêmement profond qui n'est pas simplement de l'ordre de la démagogie. C'est un phénomène de crise, vous avez cité le passage, c'est un phénomène de crise profonde du peuple français, mais aussi plus largement des peuples européens,
phénomène de crise dans lequel le peuple, si vous voulez, réagit à la décomposition de ce que j'appelle son être social, sa sociabilité propre, mais aussi son être politique. Donc en comprenant le populisme comme ça, je veux l'expliquer par des causes objectives, par des causes profondes, vous voyez. Et donc on peut prendre au sérieux le populisme, hein, c'est comprendre que justement il est une réaction à des causes profondes, à des causes objectives. Et on n'en finira pas avec le populisme simplement en critiquant par exemple les démagogies populistes, hein, parce qu'il correspond effectivement à un phénomène réel. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui singularise aussi le populisme et les mouvements populistes par rapport aux mouvements révolutionnaires qu'on tant compté au XXe siècle, c'est que la notion du peuple dans ces mouvements, que défendent ces mouvements, est beaucoup plus interclassiste. Au fond, les populistes, généralement, ont une conception du peuple qui englobe autant les petits et les sans grade, si je puis dire, un certain prolétariat, mais aussi la petite bourgeoisie et même la bourgeoisie en général. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez peut-être réagir là-dessus? Effectivement, je pense que ce qui caractérise le populisme, les mouvements populistes, là, dans un sens positif, alors, hein, justement, c'est qu'ils n'ont pas une conception du peuple, je dirais, réductionniste, hein, c'est-à-dire qu'ils ne réduisent pas le peuple à la classe, hein, ou le peuple à la race. Ils ont une conception du peuple, finalement, qui est beaucoup plus peut-être complexe, ou je dirais une expérience du peuple, hein, parce que le peuple ne théorise peut-être pas ça, mais ce qui se passe au niveau du populisme du peuple, c'est justement l'expérience d'une communauté, hein, je reviens, l'expérience d'une communauté, et d'une communauté qui ne se réduit pas à simplement la classe, si vous voulez, ou la race. Hein. Et donc ça repose la question, du coup les mouvements populistes nous posent, à nous interprètes, la question de qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce que le peuple aujourd'hui, hein? Il nous force de revenir sur cette question. C'est une question qui est absolument capitale, parce que historiquement, on sait bien que le mot peuple a été employé dans des acceptions totalement différentes. Il y a le peuple ethnique, c'est l'ethnos. Tout à fait. Il y a le peuple politique, c'est le démos. Et en politique, c'est évidemment cette conception du peuple qui inévitablement domine. Il y a le peuple, les classes exploitées, dans une perspective qui peut être marxiste, mais qui peut aussi se situer dans d'autres domaines. Et en réalité, là, c'est quelque chose de différent. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la définition du peuple que donnait le théoricien socialiste allemand la fin du XIXe siècle, Ferdinand Lassalle. Il y avait une définition lassalienne du peuple qui était en fait presque tous les habitants, sauf la petite couche d'exploiteurs qu'on considérait comme n'appartenant pas au peuple. Et on retrouve aujourd'hui un peu dans le populisme cette idée que le vrai clivage n'est plus entre les niveaux de vie, ou n'est plus entre la droite et la gauche, mais entre le peuple dans sa globalité et des élites considérées comme mondialisées, c'est-à-dire lorsque l'on traduit comme ayant perdu le contact avec le peuple, n'ayant pas le souci de la souveraineté populaire, n'ayant pas le souci des intérêts de la nation, et seulement préoccupé de défendre ses privilèges. Alors, cette évolution de la notion de peuple, qui est évidemment centrale, hein, et elle est centrale non seulement par rapport au populisme, bien entendu, mais il ne faut pas oublier qu'elle est aussi centrale par rapport à la théorie même de la démocratie, qui est quand même le régime qui consacre la souveraineté populaire. Justement, le peuple constate qu'il n'est plus souverain parce que sa capacité de décision lui est confisquée. Elle est confisquée par un mécanisme dont Rousseau avait été l'un des premiers à voir la réalité lorsqu'il disait que le peuple est souverain le jour où il vote, mais que dès l'instant où il a voté pour des représentants, il a aliéné son pouvoir au profit de ses représentants. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les sondages, par exemple, je crois que c'est très intéressant, montrent que dans l'opinion générale, les notions de droite et de gauche ne correspondent plus à grand-chose. Les gens ne savent plus différencier. En revanche, ce qu'ils voient, c'est que des équipes qui se disent de droite et de gauche se succèdent au pouvoir et font finalement la même politique, et en tout cas une politique qui les déçoit. Ce qui signifie qu'il y a une alternance, mais il n'y a pas d'alternative. Et c'est cette idée qu'il n'y a pas d'alternative dans un système politique qui paraît suffisamment codé pour que seuls puissent triompher ceux dont on sait par avance qu'ils ne changeront rien au système, qui nourrit aussi ce populisme. Mais si vous voulez, nous allons regarder, si c'est possible maintenant, l'entretien
que nous avons eue avec Guy Hermé il y a quelques jours. Je le disais à l'instant, Guy Hermé ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Cet entretien, d'ailleurs, initialement, était un peu conçu pour introduire notre débat. Nous en avons décalé légèrement le passage en raison des impératifs de temps de Jean-Yves Camus, mais on pourrait le regarder maintenant de façon à faire rebondir ce débat. Guy Hermé, vous êtes politologue. Oui. Vous avez enseigné longtemps à l'Institut d'études politiques. Vous avez aussi enseigné à l'étranger, à Genève, à Bruxelles, Lausanne, Montréal même. Et parmi les sujets sur lesquels vous vous êtes penché, il y a le populisme. Vous avez d'ailleurs publié un très gros livre sur les populismes dans le monde il y a quelques années aux éditions Fayard. Oui. Quand on voit l'immense diversité des mouvements, des personnes, des partis que l'on a qualifiés de populistes, parfois d'ailleurs dans une optique plutôt péjorative, la première question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui, au-delà de cette diversité, fait l'unité du populisme et par conséquent, quelle est la définition que vous en donneriez? Bon, la définition que j'en donne, dans mon livre notamment, d'il y a déjà 12 ans ou 13 ans, n'est pas souvent donnée. Les populistes refusent l'élément crucial du métier politique, du représentant politique élu, qui est de sélectionner les questions qu'on peut traiter de façon à peu près satisfaisante et d'évacuer les autres, de différer les autres. Donc, selon moi, le populiste, le leader populiste, ou je dirais simplement même l'agent politique quelconque, eh bien, refuse de tenir compte de ça. Au contraire, il veut tout traiter tout de suite. Il veut tout traiter tout de suite en même temps, et y compris ce qui est difficile de traiter, de résoudre. Et donc, par son verbe, eh bien, il arrive à, ou il n'arrive pas, à entraîner la masse des citoyens ou une masse suffisante de citoyens. Mais alors, je dirais que si on retient une définition de ce genre, donc le populisme, ça n'est pas parce qu'on est contre l'immigration, parce qu'on est contre l'Europe ou des éléments de ce genre, c'est en fonction de ce refus du métier politique ordinaire, du représentant élu, eh bien, on n'en a trouvé que deux vraiment qui répondent à cela et qui sont des vrais populistes. Mais pour moi, ce n'est pas péjoratif d'ailleurs exactement. C'est un peu critique, mais pas vraiment péjoratif. C'est Beppe Grillo, en Italie, le mouvement 5 étoiles. Et c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Donc ça, ce sont des artistes, en quelque sorte, du populisme. Ils savent ce que c'est. Et ils peuvent d'ailleurs agir sur de très nombreux thèmes, mais toujours sans prendre garde à cette prudence qui consiste à évacuer tout ce qui peut vous mettre en difficulté. Mais est-ce que dans la même catégorie, vous mettriez des populismes de gauche? On pense à Mélenchon en France, mais aussi en Grèce, à ce mouvement qui a été créé par les dissidents du Parti socialiste. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça pose une grande difficulté en même temps de s'intéresser au populisme de gauche. Parce qu'en général, on refuse de le faire. Et pourtant, les tout premiers populismes historiques, russes et américains, étaient des mouvements de gauche. Tout à fait. Le populisme est resté un mouvement de gauche jusqu'au People's Party aux États-Unis, jusque dans les années 1890, en commençant avec les populistes russes, les narodniki, comme on disait, enfin comme ils disaient, dans les années 1850. Tout à fait. Il y a eu après aussi un mouvement populiste important en Bulgarie, dans les années 20, qui était de gauche, tout à fait. Donc ça a existé. Et puis ensuite, je dirais que non pas le stalinisme, encore que Staline était très populaire, mais les grands partis communistes de l'Europe de l'Ouest, italiens et français, ou finlandais, ces partis-là étaient populistes. Enfin,
terriblement. Justement, s'il y a des populismes de tellement d'orientations différentes, est-ce qu'on pourrait dire que le populisme est finalement plus un style qu'une idéologie? Oui, c'est une méthode ou un style. Plus qu'une idéologie, il est certain, le populisme n'a pas d'idéologie. Il se combine avec toutes les Oui, idéologies. il se combine à toutes les idéologies. Bon, ceci dit, évidemment, on pourrait opposer, parce que c'est accabler le populisme d'une faiblesse. Il n'a pas d'idéologie, donc c'est un sous-courant politique. Quelle est l'idéologie du socialisme? C'est une cinquantaine d'idéologies. Bien sûr. Et qui ne sont pas toutes nécessaires, et peut-être qu'aucune ne s'y retrouve. Enfin, alors, simplement, le populisme est peut-être encore un peu plus faible sur ce plan, parce qu'au fond, il ne prétend pas en avoir. Tandis que les socialistes prétendent toujours avoir une idéologie, souvent peu trouvable. Mais donc, il est évident que le populisme n'a pas une idéologie. Il a comme méthode, je dirais que c'est une méthode, il a comme méthode de répondre aux attentes d'une masse importante de population, et pourtant sans utiliser la méthode des partis politiques et des représentants des partis politiques normaux, qui consiste à faire des promesses. Alors, Il ne fait pas des promesses électorales. Bien sûr. Il profite de la crise de la démocratie représentative, Oui. de l'usure des partis de gouvernement, du discrédit dans lequel ces partis sont tombés. Et je sais que vous avez par ailleurs publié aussi des livres sur l'état actuel de la démocratie. Oui, oui. Donc l'autre question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que les populismes, la montée des populismes à laquelle nous assistons aujourd'hui, signe la mort de la démocratie ou le renouveau de la démocratie? Parce que, évidemment, dans le populisme, il y a quand même l'appel constant au peuple, la souveraineté populaire, qui ne peut pas être totalement dissociée, évidemment, de la définition de la démocratie, quelle que soit cette définition. Donc, c'est le signe de la mort de la démocratie ou c'est le signe d'un possible renouveau de la démocratie? Je crois que c'est les deux. Il y a une philosophe politique américaine, Anna Pitkin, qui insiste bien sur ce fait, on ne la cite pas souvent, qu'il existe deux courants dans la démocratie, deux formes de démocratie. Une démocratie plus ou moins incarnée, qui a forcément un côté populiste, référé à un leader assez charismatique, et puis le populisme de la représentation, qui évacue au contraire le charisme et qui évacue au fond la personnalité populaire du jeu politique. Simplement, la démocratie de la représentation a complètement triomphé, a complètement étouffé l'autre conception que partageait Gambetta, par exemple. Il y a des personnages très républicains aussi qui étaient populistes. Eh bien, on assiste à une résurgence. On assiste à une résurgence de l'autre courant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que je ne le prédirai pas. Ou c'est la mort de la démocratie, mais il serait difficile de ne pas l'appeler démocratie quand même. Oui. Ça va continuer à s'appeler démocratie très longtemps. Ou bien alors on va aller vers beaucoup plus de démocratie incarnée. Ça sera un retour, sans doute pas complet. On ne va pas revenir au plébiscite et au bonapartisme, je ne sais quoi mais de on ce peut genre. revenir au référendum, on peut revenir Oui. à ce genre de choses, Oui. Ou avec une démocratie plus directe, plus participative. Et on a déjà vu, et toujours il nous devance, on l'a déjà vu en Italie, parce qu'il y avait ça chez Berlusconi. Bien sûr. Et bon, Beppe Grillo. En Belgique, non, j'ose pas le dire, là je crois que je me trompe.
Mais en Belgique, dans la méthode, il y a de ça aussi, mais il y a le conflit linguistique là-dessous. Oui. Alors, Guy Hermé parle du populisme comme une forme politique qui restitue, en quelque sorte, la démocratie incarnée. Il voit bien aussi que c'est une vague, et une vague considérable, puisque toutes les procédures qui avaient été mises en place pour freiner cette vague, n'est-ce pas, hein, c'est un peu comme les tempêtes sur les rivages à date récente, on met des sacs de sable, mais finalement la mer submerge tout et ce qu'on avait appelé les cordons sanitaires se sont rompus les uns après les autres. Sur ce que dit Hermé, est-ce que les uns et les autres, vous voulez réagir ou oui, Charles Robin? Oui, ben, en fait, j'aimerais profiter de la diffusion de cet entretien pour essayer de rebondir un petit peu sur la question de la portée du terme. À savoir que je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que si l'on veut parler du populisme et de ce qu'il implique, il faut aussi essayer d'en proposer une compréhension de sa portée et de ses implications. Autrement dit, la question c'est de savoir de quoi le populisme est-il le nom, finalement. Si on se fie à la définition courante du populisme, le populisme, ça désigne l'ensemble des positions politiques, des discours, l'ensemble également des représentations qui consistent à prendre le parti du peuple contre les élites, qui consistent à traduire le ressentiment du peuple contre les élites. Un ressentiment qui, à mon sens, en grande partie justifié, et qui va s'appuyer pour ce faire sur certaines tendances supposées du peuple, qui va mobiliser ce qu'on appelle les instincts, les bas instincts du peuple, qui va s'appuyer sur l'exacerbation de ses frustrations, etc. Par exemple, des tendances supposées à la xénophobie, le racisme, l'ethnocentrisme, un petit peu finalement comme si c'était le peuple qui réclamait l'intervention de l'État français aujourd'hui dans les pays musulmans du fait de son allégeance aux États-Unis. Bref, on voit bien que cette définition du populisme, elle s'appuie sur une représentation particulière du peuple. Une représentation qui n'est pas neutre, une représentation qui est en grande partie négative, péjorative, voire accusatoire finalement, puisque vous avez dit que le terme de populisme pouvait être considéré quasiment comme une injure, en tout cas c'est une accusation. Et à mon sens, c'est d'abord en tant qu'elle témoigne, qu'elle traduit ce mépris du peuple par les élites que le terme de populisme peut se comprendre, puisque finalement, qui accuse de populisme si ce n'est les élites? Le peuple en lui-même n'est pas populiste, il est le peuple. Mais on ne reproche jamais aux élites d'être élitistes, par exemple. Donc finalement, cette représentation du peuple qui est contenue dans le mot populisme, elle est problématique. Elle est d'autant plus problématique que la notion de peuple, en tant que telle, ne revêt pas toujours cette connotation négative. La preuve la plus simple, c'est que nous sommes dans un régime politique qui s'appelle démocratie. Or, la démocratie, démos en grec, signifie ce que signifie populus en latin, à savoir le peuple. D'une certaine manière, on pourrait considérer que le populisme, ce serait la face sombre, la face cachée, la face obscure de la démocratie, puisqu'on célèbre partout la démocratie, on en vante les mérites et nos élites en vantent la supériorité en termes culturels, en termes de valeurs, sur les autres modèles politiques, sauf lorsque la démocratie conduit à des conséquences fâcheuses pour les élites. Lorsque, par exemple, le peuple qu'on va consulter, comme au cours du référendum de 2005, qui va voter contre la ratification du traité de Lisbonne, eh bien on va considérer que la voix du peuple est populiste. En revanche, lorsqu'il vote pour l'un des grands candidats reconnus et validés par le système politique, on dira alors que la démocratie s'est exprimée. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que le populisme est une excroissance de la démocratie, mais une excroissance honteuse de la démocratie. Et je pense que ça remet
en question et ça peut-être met en danger la notion de démocratie en elle-même. Là, je crois que vous rejoignez en partie ce que disait Vincent Cousselière tout à l'heure. Et moi, je voudrais revenir un instant sur cet espace, ce fossé qui sépare aujourd'hui le peuple des élites. Parce que ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette représentation méprisante du peuple, que l'on va trouver dans les élites médiatiques ou dans la nouvelle classe, pour parler bref, évidemment, ne va pas être bien reçu par le peuple, et donc le fossé va encore s'étendre. Et ce que le peuple voit aujourd'hui, c'est que ceux qui sont censés le représenter ne représentent plus grand-chose, et d'autre part, que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir apparaissent comme une petite minorité qui est soucieuse avant tout de défendre ses prébendes et ses privilèges, et le peuple par ailleurs voit avec surprise apparaître un style de vie, une classe bobo, n'est-ce pas, pour prendre l'expression consacrée, qui se passionne pour toute une série de phénomènes marginaux. Ça va de la théorie du genre à l'art contemporain, en passant par bien d'autres thématiques, dans lesquelles le peuple ne se reconnaît absolument pas, qu'il exècre bien souvent, et en tout cas, dont il se fiche et contrefiche totalement. Donc ce fossé ne cesse de s'étendre. Or, évidemment, le problème se pose fondamentalement pour la gauche. Et vous savez que plusieurs auteurs, comme Gaël Brustier, comme Christophe Guilluy, se sont penchés avec beaucoup d'intelligence et d'inquiétude compréhensible de leur point de vue sur la façon dont le peuple, qui dans l'histoire avait prétendu incarner le mieux les aspirations populaires, aujourd'hui se tient complètement à l'écart du peuple et le regarde même de manière péjorative, comme cette face noire que vous décriviez tout à l'heure très justement. Donc, on voit aujourd'hui, et beaucoup d'écrits, beaucoup de livres paraissent sur ce thème, la gauche a perdu le peuple. Toute la classe dirigeante a perdu le peuple. Mais la gauche a perdu le peuple, c'est un tournant peut-être plus fort. Alors, il y a une question, évidemment, qui surgit sous-jacente. C'est est-ce que le peuple n'a jamais été de gauche, ou plus exactement, et là je vais me référer aux travaux de Jean-Claude Michéa, qui distingue très nettement la gauche d'inspiration lointainement libérale dans la classe bourgeoise de la philosophie des Lumières et le socialisme issu des revendications du mouvement ouvrier. Et la thèse de Michéa, c'est que finalement le peuple n'a été de gauche que lorsque la gauche a prétendu défendre ou a défendu le socialisme, mais dès l'instant où la gauche se convertit au système en place, à la société de marché, à la thématique marchande, au principe hérité de 68 de jouir sans entrave pour toutes sortes de causes marginales qui ne l'intéressent pas, le peuple se détourne à ce moment-là de la gauche. Alors vous-même, Charles Robin, vous êtes, on peut le dire, un élève de Jean-Claude Michéa. Vous avez en tout cas été profondément marqué par ses travaux. Il faut dire aussi à nos téléspectateurs qui l'ignorent sans doute que vous venez vous-même de l'extrême gauche, puisque vous avez milité un certain nombre d'années au nouveau parti capitaliste. Qui était encore la Ligue communiste révolutionnaire. D'Olivier Besancenot, héritier lui-même de la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, et que, en quelque sorte, c'est la lecture de Jean-Claude Michéa, auteur de gauche, mais se situant dans une perspective radicalement critique vis-à-vis du libéralisme libertaire, que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses qui vous ont amené notamment à écrire ce livre que vous avez publié récemment, qui s'appelle « La gauche du capital ». Alors j'aimerais que là, sur cette thématique du rapport entre la gauche et le peuple, d'un côté, et d'autre part, des rapports d'affinité entre le libéralisme de droite et le libéralisme de gauche, ou si l'on préfère le libéralisme économique et le libéralisme culturel ou sociétal, vous nous disiez un peu comment vous voyez les choses. Alors, la lecture de Michéa permet de comprendre une chose, c'est que le peuple soutenait la gauche
lorsque la gauche, effectivement, était encore en partie socialiste. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche ne s'identifie pas, ne se confond pas, ne se superpose pas avec ce qu'on appelle le socialisme. On pourrait dire que à partir du début du XXe siècle jusqu'environ dans les années 80, la gauche essaie de tenir ensemble deux aspirations bien distinctes et dans une certaine mesure contradictoires. C'est-à-dire d'un côté la défense des classes laborieuses, la défense des travailleurs, ce qu'on appelle traditionnellement donc le socialisme, et en même temps la défense d'un libéralisme culturel, d'un progressisme sociétal, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le discours sur le droit des minorités, le droit, par exemple, des communautés. C'est-à-dire que le peuple n'est plus considéré dans son unité, dans son homogénéité, mais il est considéré comme une somme d'individus. Donc ce qui définit le marqueur idéologique de la gauche, c'est avant tout la défense des droits politiques, juridiques, culturels des individus. Et on comprend que dans cette conception, la notion même de peuple, elle pose problème. Elle n'a plus de place, puisque la société libérale, dont la gauche défend le versant culturel, politique, ne reconnaît que des individus. D'une certaine manière, la notion de peuple serait elle-même intrinsèquement déjà populiste, puisqu'elle présuppose l'existence d'un corps dans lequel l'individu s'inscrit, un corps organique, un corps qui précède et qui excède en même temps l'individu et dans lequel l'individu serait censé venir s'insérer. Or, dans la conception de gauche ou d'extrême gauche, c'est-à-dire dans la conception libérale culturelle, eh bien, considérer que l'individu doit appartenir à un tout, que cela soit la famille, que cela soit la ville, le quartier ou même la nation, ça constitue déjà un frein à la liberté individuelle des citoyens qui, de ce fait, ne sont plus en mesure d'exprimer leur individualité propre. Il y a donc une sorte de hiatus ou de contradiction entre à la fois la défense du peuple comme unitaire et à la fois la défense des individus comme atomes, des atomes poursuivant chacun leurs intérêts privés, qui peuvent à l'occasion nouer des contrats professionnels, des contrats économiques, voire des contrats sentimentaux. D'accord ? Le couple, finalement, repose maintenant sur cette notion de contrat. Un contrat dans lequel on s'engage, mais dont on peut se désengager. Et je pense que c'est ça qui fait véritablement l'ADN, l'identité politique, puisqu'on parlait d'identité. Il se trouve que l'extrême gauche est très attachée à une forme d'identité en particulier, peut-être la seule, c'est l'identité politique. L'identité politique de la gauche, c'est précisément la défense du droit des individus en deçà, au-delà ou en deçà de la notion de peuple, qui, pour elle, représente déjà quelque chose qui peut ouvrir potentiellement sur toutes les formes de totalitarisme envisageables. Bon, cher Charles Robin, on pourrait dire à nos téléspectateurs que désormais la gauche affirme tout à fait ce que vous venez de dire, notamment dans des rapports, je pense au fameux rapport Terra Nova, qui avait été un rapport du Parti socialiste, enfin de l'aile droite, on va dire libérale du Parti socialiste, et qui véritablement répudiait l'ancienne clientèle ou l'ancien électorat du Parti socialiste. Il y a encore 10 ans, le Parti socialiste parlait du peuple. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il parle de plus en plus des homosexuels, des immigrés, des communautés, du droit des femmes, etc. Oui, donc c'est important de le noter. Je ferai une remarque complémentaire, c'est que plus on parle des minorités, plus on parle des problèmes d'orientation sexuelle, de théorie du genre et de toutes ces choses-là, plus on substitue un type de répression à un autre. C'est-à-dire qu'il y a un type d'oppression dont on ne parle plus du tout. C'est l'oppression économique et sociale, c'est la situation de la classe ouvrière. Vous avez de bons esprits qui vous expliquent aujourd'hui qu'il n'y a plus de classe ouvrière, alors qu'en réalité, 50% des Français sont ouvriers ou employés. Il n'y a toujours une classe ouvrière, il n'y a plus de conscience de classe ouvrière. Exactement. Ce qui est évidemment, bon, vous connaissez la vieille distinction de la classe en soi et de la classe pour soi. Mais on voit bien en quoi le recours au sociétal permet de faire l'économie du social. Hein. Avant, il y avait des échéances sociales qui mobilisaient le commun, précisément. Tandis que le sociétal substitué au social ne connaît plus finalement que des individus. C'est ce que vous disiez. C'est très intéressant de voir qu'en mai 68,
parmi les innombrables slogans, dont certains, je le concéderai volontiers, étaient beaucoup plus révolutionnaires, il y avait quand même des slogans comme « il faut jouir sans entrave », il est interdit d'interdire, qui sont des slogans très typiquement libéraux. Et il n'est pas du tout étonnant que les étudiants qui défilaient avec ces slogans si intelligents se soient retrouvés finalement parfaitement à l'aise dans un système capitaliste et libéral qui proclamait en même temps la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, et qui, de ce fait même, encourageait évidemment l'immigration. Alors, on débouche là sur une autre problématique que bien des auteurs ont abordée, je pense à Jacques Rancière d'ailleurs, dans l'optique qui est la sienne, c'est finalement l'idéal politique de cette nouvelle classe, de ces nouvelles élites, qui est d'essayer de gouverner sans le peuple. Ça, c'est une tentation qui n'est d'ailleurs pas tout à fait nouvelle, mais on voit depuis l'époque des travaux sur la trilatérale en particulier, émerger l'idée que, bon, la démocratie c'est bien, mais le peuple quand même, il sent mauvais, comme vous le disiez, il vote pas très bien, il se laisse embobiner, et puis de toute façon, il n'est pas apte à traiter les affaires complexes dont seule l'expertocratie peut aujourd'hui s'emparer, et par conséquent, tout en gardant les élections, parce que ça serait mal vu de les supprimer, il faudrait les rendre en quelque sorte inopérantes, faire en sorte que ceux qui ont du pouvoir soient de plus en plus des nommés ou des cooptés, mais surtout pas des élus, d'où le déficit démocratique si souvent constaté, notamment à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est la thématique que l'on voit monter en puissance depuis quelques années de la gouvernance. La gouvernance est évidemment tout autre chose que le gouvernement. Ça s'apparente beaucoup plus au vieil idéal saint-simonien de l'administration des choses plutôt qu'au gouvernement des hommes, ou plutôt à la démarche qui consiste à calquer le gouvernement des hommes sur l'administration des choses, n'est-ce pas? Et cette gouvernance, qui bien entendu est une gouvernance mondiale, car elle entre en consonance immédiate avec l'aspiration des élites mondialisées à sauter par-dessus les frontières, à ignorer ce qui spécifie, ce qui distingue, ce qui sépare, et à tenir les frontières comme non existantes, et en tout cas comme des obstacles qu'il faut absolument supprimer pour donner libre voie à l'illimitation de la marche vers le grand marché planétaire. Alors, ces nouvelles formes de gouvernement, qui vont bien au-delà, à mon avis, de la simple crise de la démocratie représentative, est-ce que vous pensez que le populisme peut y remédier? Il représente une réaction, en tout cas, à cela. Oui, moi je pense que le populisme est une réaction saine en elle-même à cette utopie de la gouvernance. La gouvernance, moi je la définis comme le gouvernement sans la politique, en fait. C'est ça, comme vous l'avez dit, une administration des choses. Oui, il y a aussi une dimension très technocratique. Absolument, très, très technocratique. Et effectivement, le problème, c'est cette utopie de faire de la politique sans le peuple. Et donc, je pense que le populisme, effectivement, est une réaction tout à fait saine et légitime des peuples européens à une dépossession donc de leur être même de peuple. Donc, dépossession qu'il faut penser à un double niveau. Les peuples européens sont dépossédés de leur souveraineté, c'est le problème de la souveraineté populaire par la construction européenne. Ils sont développés de leur souveraineté, dépossédés de leur souveraineté, et d'autre part, ils sont dépossédés de ce que j'appelle leur sociabilité propre. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui fait l'être et l'unité d'un peuple? C'est d'une part sa capacité de décider collectivement, donc il y a une définition politique du peuple, mais qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'un peuple, pour pouvoir décider collectivement, eh bien, il faut aussi qu'il éprouve une communauté sur le plan de ce que j'appelle la sociabilité de l'expérience. Car comment construire une volonté générale à partir d'une pure diversité d'individus? Donc ce que je dis, c'est que le populisme, c'est une réaction face à une double dépossession. Dépossession d'une sociabilité, c'est-à-dire d'une communauté, et dépossession de l'exercice d'une liberté politique, d'une décision collective. Et je pense qu'on a dans la tradition
républicaine, mais ça sera peut-être l'objet pour moi d'un autre ouvrage, parce qu'il y a une tradition perdue dans la tradition républicaine. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée de peuple, elle est sous-jacente aussi, elle est à la fois présente et absente dans notre tradition républicaine depuis Rousseau, si vous voulez. Il y a vraiment une caricature de Rousseau qui est faite, si vous voulez, rétrospective, à cause du jacobinisme et à cause de la lecture que Benjamin Constant fait de Rousseau. Mais le livre 2 du contrat social, il repose sur le peuple. Et sur le peuple d'un point de vue, cette fois-ci, justement, de sa sociabilité, de son territoire, de sa démographie, et pas seulement de l'idée que le peuple serait construit seulement par la volonté générale. Donc c'est plus complexe chez Rousseau aussi. Donc je pense que par ce phénomène du populisme, nous sommes conduits à réinterroger philosophiquement cette question du peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qui fait l'unité d'un peuple? Et je pense que le libéralisme comme le socialisme sont insuffisants pour répondre à cette question. Alors à la fois insuffisant, ça veut dire que peut-être aussi on peut retenir des choses de ces traditions, mais pour penser la sociabilité d'un peuple, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, la classe sociale, les intérêts de classe sont importants, effectivement, pour penser. Il y a une sociabilité du travail, mais la sociabilité ne s'éprouve pas seulement dans le travail, elle s'éprouve aussi dans la famille, elle s'éprouve aussi à d'autres niveaux. Et je pense qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé encore au cours de ce débat, et qu'il faudrait aussi faire l'effort d'articuler, c'est la question du populisme et la question du nationalisme. Parce que ce qui a prétendu aussi fournir un cadre, si vous voulez, à la communauté qui dépasse simplement les classes, c'est aussi la nation, l'idée de la nation. Donc c'est aussi cette idée que le populisme nous invite à revisiter. Qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'était aussi, si on prend la définition de Renan, c'était aussi la recherche d'une communauté qui soit basée sur un ensemble, un partage de valeurs, de manières de penser, de sentir un héritage, et en même temps un plébiscite de tous les jours. Donc chez Renan, il y a les deux, il y a la dimension d'héritage, chez Renan, on ne le souligne jamais assez, et puis il y a la dimension de volonté. Et c'est l'articulation de l'héritage et de la volonté qui, moi, m'intéresse, si vous voulez. Alors, je crois que ce terme de dépossession que vous venez de prononcer est un terme absolument clé dans le débat. Parce qu'il y a effectivement dépossession de la souveraineté, il y a dépossession de l'identité, et il y a dépossession qui est sans doute plus importante encore de ce que vous appelez très justement la sociabilité, c'est-à-dire cet ensemble qui ne peut exister que s'il y a des repères communs et des valeurs partagées. Or, ce sont précisément ces valeurs partagées et ces repères qui tendent aujourd'hui à disparaître ou en tout cas à s'effacer au profit d'un certain nombre de, disons, de modes. On est à l'époque où les people ont remplacé le peuple. Un certain nombre de modes qui vont antagoniser, humilier, choquer ce que George Orwell appelle la décence commune et dont parle également considérablement Michéa, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs et de références auxquelles le peuple spontanément se réfère et qui n'admet pas voire bafoué, alors que c'est sans cesse bafoué. Et par ailleurs, je voulais dire également que sur la tradition républicaine que vous évoquez, il faudrait peut-être ne pas la voir uniquement à travers le moule de la République une et indivisible de la tradition nationale républicaine française. Il y a dans l'histoire des idées bien d'autres traditions républicaines. Je n'en citerai qu'une que vous connaissez certainement, qui est la tradition qui trouve traditionnellement ses racines chez Tite-Live et chez Machiavel, qui se poursuit avec James Harrington au XVIIe siècle, et puis qui aboutit à des auteurs comme Quentin Skinner, par exemple, à notre époque, et donc qui donne également une grande importance au peuple et qui repose la question de la liberté en référence au peuple, c'est-à-dire qu'à l'opposition du libéralisme classique, dit il n'y a pas de liberté individuelle dans un pays qui n'est pas lui-même collectivement libre.
Notons d'ailleurs, cher Alain de Benoît, que dans cette tradition républicaine, notamment chez Pocock, la liberté n'est jamais conçue comme une liberté abstraite, mais comme une liberté de participation. Bien le sûr, citoyen est d'abord... Voilà, c'est la vieille querelle de la liberté des anciens et des modernes. Je pense que c'était important de le signaler pour, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure sur... Je pense que ce qui fait la marque caractéristique de l'époque, c'est ce qu'on pourrait appeler une déréalisation intégrale. Une déréalisation, c'est-à-dire une abolition de la notion de réel, un déni de réalité en quelque sorte. Un déni de réalité qui peut passer par exemple par le déni de la différence, que ce soit la différence sexuelle par exemple, aujourd'hui avec disons l'émergence de ce qu'on appelle les gender studies, et non pas exactement la théorie du genre. Un déni de réalité, c'est-à-dire un déni de tout ce qui constitue le tissu social réel et sur lequel peuvent s'édifier ces valeurs de la common decency. C'est ce que dit Michéa dans ses livres, reprenant Orwell, c'est que cette décence commune, elle n'a de sens et elle n'a d'existence que si elle s'enracine dans des pratiques quotidiennes, dans des pratiques populaires. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une rupture de tous ces liens réels, concrets, qui unissaient les individus autour de catégories communes et qui donnaient un sens concret à cette notion de communauté. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté, par exemple, l'école était une communauté, la paroisse était une communauté, le lieu de travail était une communauté, le voisinage était une communauté. Nous sommes dans une société où finalement on connaît de moins en moins le visage de nos voisins, on est dans une société où les rapports de séduction passent davantage par Internet que par les rencontres dans les bistrots, ce qui est quand même assez dommage. On est donc vraiment dans une société de la déréalisation totale, à tel point que la notion de peuple perd elle-même toute signification concrète, puisque lorsqu'on parle du peuple, la première chose qu'on demande, c'est comment se définit le peuple, comme si on attendait une réponse scientifique, sociologique de la notion même de peuple, alors que ce qui fait la spécificité du peuple précisément, c'est cette forme de communauté tacite, mais non théorique, qui ne se théorise pas, qui ne se formule pas. Et je pense que si on essaye absolument, et si on suit cette logique scientiste et déréalisatrice du peuple, on se prive de tous les moyens de définition du peuple et on se prive surtout, on interdit la prise de conscience de soi par le peuple. Aujourd'hui, le terme de populisme, pour en revenir au sujet de l'émission, est vu comme quelque chose de honteux, à tel point que finalement, appartenir au peuple est devenu presque motif de honte. Lorsqu'on parle de l'expression « café du commerce », lorsqu'on va avoir une discussion de tenue et de qualité, on dit on n'est pas au café du commerce. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'au café du commerce, on entend des conneries. Donc ça veut dire que finalement le peuple n'est pas, n'est pas évidemment connoté positivement, mais même que ça devient honteux, ne serait-ce que d'affirmer son appartenance au peuple. Je pense que c'est ça le problème et c'est là où... C'est le reproche qui est d'ailleurs fait à Zemmour, il tient des propos de bistrot, n'est-ce pas ? Voilà. Je pense que ceux qui disent ça se rendent assez peu dans les bistrots et gagneraient peut-être à y aller pour entendre des choses un peu plus sensées, c'est-à-dire de bon sens. Et le bon sens, c'est ce qui est en prise avec le réel. Mais sans faire une émission d'histoire, d'ailleurs, on pourrait rappeler à nos téléspectateurs que cette diabolisation du peuple date, d'ailleurs comme par hasard, des années 70, à partir du moment où cette gauche commençait à abandonner toutes ces références au socialisme. Et on pourrait citer par exemple Charlie Hebdo, Dupont-Lajoie, la figure de Dupont-Lajoie aussi, les Deschiens avec le fameux Esprit Canal qui a été véritablement une entreprise de diabolisation du peuple à mesure que la gauche se rallie au fond au libéralisme mondialisé. Oui, parce que finalement la gauche a cessé de défendre le prolétariat et les classes ouvrières pour défendre la figure de l'exclu. Mais finalement, le prolétaire n'est pas considéré comme un exclu puisqu'il est intégré au système économique. Donc finalement, il ne fait pas l'objet, disons, de cette discrimination, de cette stigmatisation qui aujourd'hui est le fondement de tout combat de gauche et d'extrême gauche. Alors, j'aimerais bien pour en finir un peu sur ce point, parce que je voudrais qu'on parle aussi un peu de littérature avec Olivier Molin. Moi, ce qui me frappe le plus dans ces discussions sur le populisme, c'est d'abord évidemment que, selon toute probabilité, c'est un phénomène d'avenir, parce qu'on n'est pas prêt de voir s'épuiser la dynamique globale qui rend toujours plus faible, y compris faible en voix, les anciens partis de gouvernement qui apparaissent comme des pyramides vides, en quelque sorte. Mais en même temps, ce que cela implique
dans les clivages. On l'a évoqué tout à l'heure. Le populisme, par exemple, est dirigé très nettement contre les élites. Beaucoup de populistes sont de droite, mais historiquement, la droite a souvent été très élitiste. Et elle était même au point de défendre les élites contre le peuple. Il y a eu toute une droite un peu réactionnaire qui a développé ce discours. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça qu'on va revenir. On va revenir au contraire à un discours qui s'enracine dans le peuple, dans la critique sociale, dans la pensée critique, dirigée contre les élites. On voit de nouvelles scissions apparaître. Il y a celle, par exemple, entre les connectés et les non connectés, en référence évidemment à la manière dont un procédé comme Internet a changé concrètement la vie de dizaines ou de centaines de millions de gens aujourd'hui. Mais il y a également, vous voyez le livre de Christophe Guilluy, le contraste, le clivage entre la France des grandes métropoles urbaines et la France périphérique, qui est rejetée, qui devient ce que Claude Lefort appelait les hommes en trop. Finalement, ce sont des gens dont on n'a plus besoin. Ce qui, encore plus que d'être rabaissé, c'est véritablement l'exclusion et qui nourrit, bien entendu, toute forme de populisme, que ce soit ce qu'on a appelé de façon un peu rapide le gaucho-lepénisme à un moment, mais qui se manifeste aujourd'hui dans bien d'autres dynamiques économiques et sociales. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne voient pas encore à quel point le vieux clivage droite-gauche, qui était un clivage historique avec un fort contenu sociologique, au sens où de génération en génération, dans certaines familles, on votait un petit peu de la même manière, tout ça a éclaté. On zappe maintenant, on consomme des options électorales comme on consomme et on essaye différents produits dans les supermarchés. Donc le turnover, pour prendre un mot horrible, est de plus en plus rapide. Eh bien, ce clivage droite-gauche, fondamentalement équivoque, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a toujours eu plusieurs gauches, plusieurs droites, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, aujourd'hui cède la place à un clivage fondamental, et à mon avis très prometteur, même s'il peut ne pas en sortir que de bonnes choses, qui est le clivage entre le peuple, lié à un espace, à un territoire, à une décence commune, pour reprendre encore cette expression, et puis des élites mondialisées, perçues comme parasitaires, étrangères et dominantes. Ce qui restitue presque la dimension d'une nouvelle lutte de classe. Je crois que c'est la principale leçon qu'on peut noter, une des principales leçons qu'on peut tirer d'une réflexion sérieuse, c'est-à-dire scientifique, politologique, sur la notion de populisme. En même temps, si vous me permettez, c'est que ce que montre Guilluy, c'est que la division, elle n'est peut-être pas justement seulement entre le peuple et les élites, c'est-à-dire que c'est aussi une division qui traverse le peuple lui-même, puisqu'il y a quand même, une population importante qui est justement connectée avec cette mondialisation, et qui est la population des grandes villes mondialisées, et qui fournit l'électorat justement, entre autres au Parti socialiste, dans le raisonnement de Terra Nova. Donc je veux dire, ce qui est tragique, c'est que cette division, elle est aussi interne au peuple lui-même. Vous avez raison, mais en même temps, on voit bien d'élection en élection que la part que font ensemble les grands partis de gouvernement, tendanciellement, elle se réduit quand même. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que, justement, le pronostic et l'analyse de Guilluy est intéressante. C'est que, en fait, en termes électoraux, la majorité, elle reste une majorité de ce peuple qui, justement, est méprisé et n'est pas dans la logique mondialisée. Et c'est peut-être d'ailleurs que les socialistes vont faire cette analyse électorale et qui vont un petit peu faire marche arrière par rapport à ça. Parce que là, il faut une analyse parisienne. Terra Nova, c'est l'analyse parisienne. Mais si on fait comme Guilluy, qu'on fait une analyse au niveau de la France elle-même, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'ils peuvent encore faire marche arrière? C'est ça la question. Parce que ça impliquerait de changer tout leur logique. Il faut bien qu'il y ait un peu d'incertitude dans l'avenir, quand même. Charles Benoît, on m'indique que c'est la fin de cette deuxième partie. Oui. Nous allons peut-être... je voudrais qu'on parle un peu de littérature, parce que
après tout, le populisme, c'est aussi une école littéraire qui est apparue dans les années 30. On avait créé un prix populiste d'ailleurs. Qui existe toujours. Qui existe toujours, absolument. Qui avait été décerné, je crois, en 1931 pour la première fois à Eugène Dabitte pour Hôtel du Nord. Ce fameux livre dont on a tourné un film inoubliable de Marcel Carné avec Arletty et Michel Jouvet. Eugène Dabitte était d'ailleurs un ami de Céline. Et il a eu un destin assez curieux, il était très engagé à l'extrême gauche, et il est parti avec Céline en Union soviétique en 1936, voyage au retour duquel Céline devait publier son fameux Mea culpa, et le malheureux Dabitte, il est mort pendant le voyage à Sébastopol. Mais le prix populiste a continué, comme vous le disiez. Il a même été décerné à des gens très différents, puisque j'ai regardé la liste. En 1940, il est décerné à Jean-Paul Sartre. Plus récemment, il a été décerné à Didier Deninx. Mais il a aussi été décerné à Jean-Marie Popper et à Denis Tillinac, ce qui montre que l'éventail était assez large. Alors, la littérature populiste n'est pas exactement ce qu'on a appelé la littérature prolétarienne, avec des gens comme Henri Poulaille, par exemple, c'est une autre optique. Mais je connais vos livres, Olivier Maullin, beaucoup de gens les connaissent, hein, depuis Petit Monarque et Catacombes jusqu'au dernier, Gueule de Bois, celui d'avant, Le bocage à la nage. le bocage à la nage. Et j'ai remarqué que certains vous situent dans un courant qui est tantôt baroque et picaresque, tantôt dans un courant un peu populiste qu'on n'hésite pas à faire remonter à Rabelais et qui vous rattache à Rabelais à travers Michel Audiard et Marcel Aimé, excusez du peu. Donc je voulais tout simplement vous demander si vous considérez que vous êtes un écrivain à qui on peut donner l'étiquette populiste, ou pas du tout d'ailleurs, hein. Et en tout cas, comment est-ce que vous percevez le peuple que vous mettez en scène, sachant que ceux qui vous ont lu le savent bien, c'est un peuple spécial, étrange, plein de fantaisie, plein de défauts aussi. C'est pas le peuple français le plus représentatif, ce sont des personnages souvent un peu extravagants, mais on pense aussi à Céline, hein. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez de vos personnages, de votre rapport au peuple et éventuellement du populisme. Alors oui, alors tout ça, ça fait beaucoup, hein, mais on va essayer. Non, vous rappeliez effectivement que le populisme, avant même d'être repris, avant que le concept soit repris par la politique, c'est en effet quelque chose qui concerne la littérature, hein, puisque c'est ni plus ni moins qu'une tentative de créer une école littéraire, qui a fait long feu, il faut reconnaître, mais enfin, et c'était effectivement Le Monnier, hein, un critique, Le Monnier Terrive, je crois qu'il était critique autant, Le Monnier qui était professeur. C'était Le Monnier, Terrive et Dabitte. Alors oui, et Dabitte, mais qui s'en éloignait très vite, justement, qui était plus du côté des prolétariens, comme vous l'aurez peu importe. En tout cas, il y a eu cette tentative, en effet. Alors ce qui est intéressant dans cette tentative de créer un courant populiste, c'est qu'il y a évidemment des liens quand même avec le populisme dont on a parlé aujourd'hui, hein, puisque l'idée c'est quoi? C'est de nourrir la littérature, nourrir le roman en créant des personnages issus du peuple, hein, en disant alors pour Terrive et Le Monnier, il y avait une question d'authenticité, il y avait aussi une question pour combattre le courant moderniste, le courant psychologisant, hein, qui supportait pas, etc. Et il y avait aussi derrière ça quand même une manière d'attaquer les élites et ceux d'en haut, hein. Donc il y avait quand même, on était aussi dans un populisme qui ressemblerait à celui politique d'aujourd'hui, même si il n'est pas tout à fait le même évidemment. C'est quand même, ça reste un courant artistique, c'est-à-dire que on va se servir du peuple pour faire de l'art, pour faire du roman, ce que leur reprocheront notamment les prolétariens, qui eux voudront inverser en fait les choses en voulant faire, si vous voulez, de l'art au service du peuple, hein. Et puis, comme vous parliez de Poulaille, effectivement, qui s'est très vite, qui a été le premier qui s'est insurgé contre cette littérature populiste, puisque pour lui, ne pouvait écrire sur le peuple véritablement que ceux qui étaient issus du peuple. Hein, donc il y avait une dimension tout de suite chez les prolétariens très, comment dire, identitaire quasiment, c'est-à-dire que seul le prolétaire peut parler bien du prolétaire. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Henri Poulaille, qui développait effectivement cette théorie, était à l'époque très proche de Georges Valois, qui lui-même avait évolué vers le syndicalisme révolutionnaire,
et que cette théorie prolétarienne de la littérature a été incroyablement attaquée et injuriée, couverte d'injures par le Parti communiste de l'époque. Mais Poulaï venait d'ailleurs du syndicalisme révolutionnaire aussi. Je crois qu'il a fréquenté aussi oui, tout à fait. avec Valois, ou Valois pas, enfin, en tout cas, il avait fréquenté un peu la CGT, il me semble. Toujours est-il que, donc voilà, il y a des conflits, bon, tout ça va être finalement, va faire long feu parce qu'effectivement, avec le poids du Parti communiste et le réalisme socialiste qui va se mettre en place, ne laissera pas la place au populisme et au roman prolétarien. Tout ça, en même temps, ce qu'on disait un peu avant l'émission, c'est des étiquettes, ça reste des étiquettes un petit peu arbitraires, puisque le roman, il y a quand même, je pense, moi, en dehors de l'étiquette, dans les années 30, il y a clairement, une dimension populiste ou populaire, en tout cas, donnée à la littérature. Je pense à Jean Mecker, par exemple, on pourrait citer aussi évidemment Louis Guillou, on pourrait citer même quelqu'un comme Carco, enfin, il y a quand même tout un... Oui, puis on pourrait déborder vers le cinéma, mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin, donc revenons à vos livres. Voilà. Alors, je voulais, avant de parler de mes livres, dire quelque chose qui est très intéressant, parce que je m'étais intéressé à un moment donné donc à Lemonnier et Thérive et à leur manifeste de la littérature pour une littérature populiste, et ils citent précisément à un moment donné la littérature picaresque dont vous parliez. Et ils disent à un moment donné, alors vous savez que Poulaï leur reprochait, Poulaï leur disait, bon, vous êtes gentil, mais enfin, on ne vous a pas attendu pour parler du peuple en littérature, finalement, parce qu'ils arrivaient un peu en disant, nous allons mettre le peuple en littérature, oui, bon, ça a été fait, et notamment dans la littérature picaresque. Et Lemonnier le reconnaît dans son manifeste, puisqu'il dit, en fait, finalement, ce qu'on aimerait faire, ni plus ni moins, c'est ce qu'ont fait ce qu'a fait la littérature picaresque. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que s'il fallait absolument mettre une étiquette, ce qui est toujours un petit peu compliqué et réducteur, moi je me sentirais très proche, pour le coup, de cette littérature picaresque. Qu'est-ce que c'est que la littérature picaresque, finalement? Un picaro, c'est un vaurien, c'est un voyou, c'est un marginal, si vous voulez, c'est quelqu'un du peuple, effectivement, mais qui n'a pas du peuple, même du peuple, mais comment dire, des marges du peuple même. C'est vraiment le vaurien, le picaro. Et qu'est-ce que c'est que la littérature picaresque, sinon que les pérégrinations de ce picaro dans une société, généralement d'ailleurs, même dès le XVIe, XVIIe siècle, écrite à la première personne. Et c'est une manière, si vous voulez, de satire sociale, c'est une manière de critiquer la société par un personnage d'en bas qui généralement d'ailleurs ne réussira pas à grimper. Il y a un certain déterminisme dans la littérature picaresque, il restera à son niveau, mais il aura permis un petit voyage dans une société, et notamment il aura permis de souligner les tares et les travers. Il y a beaucoup d'ironie et beaucoup de satire dans le roman picaresque. Alors, voilà, moi, il se trouve que dans mes romans, alors je vous dis ça, ça ne veut pas dire que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tiens, je vais faire la littérature picaresque, évidemment non. Mais aujourd'hui, c'est ce qui je me sentirais le plus proche, si vous voulez, d'une littérature, effectivement, qui met en scène des gens, moi, tous mes personnages viennent en effet, vous le disiez, d'en bas, c'est plutôt des gens qui n'ont pas leur place dans ce monde, dans cette société, complètement dominée par l'économie et puis par des valeurs de réussite, etc. Ils n'ont pas leur place. Et ils vont par conséquent, c'est une révolte c'est même pas une véritable révolte en vérité, mais ils vont simplement essayer de prendre le moins de coups possible, quoi. Ils vont essayer de trouver des portes de sortie, de vivre au mieux dans un monde qui ne laisse plus la place à des gens comme ça, puisqu'on se rend compte de plus en plus qu'on est dans un monde où il faut, pour survivre, être extrêmement... Ils viennent d'en bas, et ce sont aussi des marginaux d'en bas. Parce qu'ils sont marginaux dans la marginalité sociale. Alors oui, c'est des marginaux en effet. Certains, disons-le franchement, certains sont des extravagants. Certains sont des extravagants. C'est justement ce qui sert le côté picaresque de Oui, mais je crois que vraiment, en fait, et je me suis dit ça assez tardivement d'ailleurs, mais aujourd'hui, je suis persuadé que mes personnages sont des picaros en fait. Ce sont des vauriens. Ce sont des vauriens, des gens qui, qui vont me permettre, moi, pour le coup, effectivement, alors c'est là où on rejoint une forme de populisme que je serais prêt à prendre à mon compte, à revendiquer complètement. C'est-à-dire que ça me permet, moi, de me promener dans ce monde aujourd'hui, de le railler un peu quand même, de m'en moquer, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'éléments sur lesquels on peut rire de ce monde, et puis d'essayer à mon petit niveau. Alors moi, je suis pas du tout on a parlé beaucoup de philosophie politique aujourd'hui. Bon, évidemment, je suis pas du tout un
philosophe politique, hein, je suis vraiment un romancier, donc je mets en scène, mais ça n'empêche pas certaines idées et certaines, comment dire, essayer de trouver des portes de sortie littéraires de cette aliénation, pour reprendre un terme, de cette aliénation du monde contemporain, quoi. Alors, ce qui vous rapproche aussi peut-être d'un certain esprit populiste, c'est ce goût que vous avez pour une langue qui ne soit pas une langue académique, guindée, bien dressée en quelque sorte. Et c'est ça aussi qui vous, à mon avis, qui fait de vous en partie un populiste. Alors, c'est-à-dire que dans le populisme, il y a aussi un attrait pour la langue, oui, c'est vrai. contre le discours des technocrates. On s'attache beaucoup au verbe. C'est vrai, c'est intéressant parce qu'il y a en effet un aspect, dans ce que vous dites, un aspect, dans le populisme, il y a un aspect esthétique, même dans le populisme de l'aumônier terrible dont on parlait, il y a un aspect... et même dans le populisme politique. Et peut-être aussi dans le populisme politique, du reste. C'est d'ailleurs ce que reprochaient les prolétariens et les écrivains communistes un peu plus tard au populisme. Ils reprochaient justement cet esthétisme qu'ils estimaient eux bourgeois, l'esthétisme bourgeois par rapport au peuple, etc. Bon, peu importe. En tout cas, oui, il y a alors... la langue, cette gouaille, est-ce qu'elle est populiste? Je ne sais pas, ça m'est compliqué de répondre. En tout cas, moi, c'est la langue qui me touche, c'est la langue qui me parle, et c'est la langue que j'emploie dans mes livres, parce que, comment dirais-je, j'ai l'impression, d'abord, elle me vient de cette manière, et puis je pense que, comment dire, un roman, le fond et la forme sont intimement liés, si vous voulez. On peut difficilement parler, en tout cas, on pourrait difficilement décrire des milieux... proustien avec une gouaille des faubourgs et vice-versa. C'est ce que Ivan Illich appelait la langue vernaculaire, qu'il opposait justement à la langue des ingénieurs, à la langue des technocrates et à la langue des spécialistes. Des gens qui, eux, ont fait scission avec le peuple. Une langue produite par le peuple, pour le peuple, en quelque sorte. Oui, alors après, il ne s'agit pas comment dire, parce qu'il y a une très belle langue classique aussi, hein, surtout en France, il y a une très belle langue qui est née, enfin, comment dire, cette fameuse langue du XVIIe siècle est une langue absolument magnifique. Hein. Après, il est vrai que moi, je me situe plus, mais ça, c'est vraiment une question là, de sensibilité. Je me situe plus du côté d'une langue. Moi, j'adore la langue médiévale, pour vous dire la vérité. J'adore la langue du Moyen-Âge. Je trouve que c'est une langue d'une richesse. Alors, évidemment, qu'il y a beaucoup moins de précision, hein, qui est beaucoup moins précise que la langue du grand siècle, mais qui est une langue qui a une beauté, une poésie. Et, c'est ce que disait Céline quand il parlait de Rabelais. Exactement, c'est ce que disait Céline. Rabelais a raté son coup. Et évidemment, surtout dans le contexte actuel, c'est une langue qui, par ses tournures, son inspiration, ses valeurs, représente en elle-même une protestation contre l'esprit d'efficience, de rentabilité, cet esprit de calcul que Régis Debray, dans un très joli petit livre, dénonçait encore tout récemment. Exactement, je pense que c'est une langue qui est déjà en soi un scandale aujourd'hui, quasiment. Pour ce qu'elle implique, pour ce qu'elle entraîne avec elle, si vous voulez. Ce qu'elle entraîne avec elle comme mode de vie, comme vision du monde, etc. Hein, c'est un peu... vous savez, j'aime beaucoup les livres d'Albert Cosseri, cet écrivain égyptien de langue française, hein, qui a beaucoup écrit comme ça sur des personnages qui sont des sortes de clodos, mais des clodos aristocratiques, des clodos qui ont une certaine élégance. Mais qui passent leur temps à fumer du hashish dans les rues du Caire, à regarder passer les jolies filles, et qui ont fait sécession, si vous voulez, avec le monde. Alors, il y a derrière tout ça, il faut le reconnaître, un pessimisme énorme, hein, puisque c'est de dire que Cosseri estimait qu'il fallait même plus se révolter, que se révolter, c'était donner trop d'importance à l'oppresseur. Hein, et il estimait que le monde était une saloperie créée uniquement au service des puissants, et que par conséquent, tout ce qu'on pouvait faire, c'était se mettre en marge et essayer de s'assaisonner ou un petit espace où on puisse vivre le plus tranquille possible. Alors c'est assez pessimiste. Hein. Moi je ne suis pas exactement dans cette logique-là, mais quand même on est un peu je suis un peu dans cette logique quand même, dans la mesure où tous mes personnages tentent d'échapper au monde quand même. Ils tentent d'échapper au monde et de retrouver, alors en créant des communautés, des contre-communautés, des contre-mondes, des alter-mondes, enfin ce qu'on voudra, mais en créant des petites communautés, ils essaient de retrouver finalement une vie d'avant. Alors d'avant quoi? Bon, mais une vie en tout cas, une vie qui n'avait pas été encore entièrement aplanie par l'économie et par la nécessité, quoi. Une vie un peu, où il y avait encore une possibilité de rapport, vous en parliez avant, de rapport plus sincère peut-être. D'ailleurs, c'est intéressant, à propos, le Monnier opposait au populisme littéraire le snobisme. C'est assez étonnant, on n'attendrait pas ça a priori, mais il disait « je veux créer une littérature populiste contre le snobisme ». Oui, en même temps, le danger, c'est qu'on est pris dans une symétrie. C'est-à-dire que le snobisme, c'est un séparatisme social, mais bien ensuite, sûr, une certaine... Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la littérature populiste, mais on peut être symétriquement dans le fait d'un séparatisme plébéien, si vous voulez. Hein. Et moi, il me semble que la fonction de la littérature, c'est justement de décrire
la sociabilité, ce que j'appelle la sociabilité, ce que Michéa, je ne sais plus comment il traduit. Comment il traduit, je ne me rappelle plus, d'essence ordinaire, non? D'essence commune. Voilà, d'essence commune, voilà. Je pense que voilà, l'intérêt de la littérature, peut-être plus qu'une certaine sociologie, hein, c'est pour ça que la littérature est précieuse, c'est de nous décrire cette sociabilité, justement, qui transcende, parfois, j'espère qu'elle peut transcender, justement, des séparations ou des séparatismes, sans en faire abstraction. Non, vous avez pas sans en faire abstraction. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'idéologiser. C'est-à-dire, il faut faire attention. Je suis absolument d'accord avec vous. Hein, la littérature, il faut faire attention à ce que les idées ou l'idéologie peut être fatale très vite à la littérature. C'est-à-dire qu'il faut. C'est pour ça que je parlais au début d'une littérature picaresque, au sens où je pense que c'est en partant, si vous voulez, de personnages de Picaro, de vauriens, en partant de gens, en tout cas très très bas dans l'échelle sociale d'une société. On peut permettre simplement un voyage dans cette société, une sorte qui permet d'essayer d'en tirer une vérité littéraire, quoi, voilà, la littérature. Bien sûr que c'est ça l'idée, c'est ça le but. Il y a autre chose, cher Olivier Molin, c'est aussi la récupération de certaines figures populaires ou de certaines traditions qu'on prête au peuple et d'avoir une vision. Et on le voit même dans un certain cinéma, je pense à Amélie Poulain, qui est un film qui a des qualités, mais où on enferme le peuple dans une image un peu d'Épinal. C'est aussi la vogue, c'est très kitsch, et c'est aussi la vogue, évidemment, dans certains cafés du 6e arrondissement à destination des bobos, des serveurs avec la salopette, le béret basque, etc. Comme si le peuple était réduit à sa caricaturisation américain. Mais bon, un petit peu parce qu'on va glisser du cinéma au théâtre, etc. C'est un autre débat, et l'émission quand même approche de sa fin. Moi, je voudrais être un peu l'avocat du diable en disant qu'au fond, il y a trois populismes. Il y en a un qui n'est pas nouveau, c'est l'appel au peuple. Hein. Le boulangisme, c'est déjà l'appel au peuple, hein, une certaine forme de bonapartisme. Il y a un deuxième populisme qui consiste à dire « je parle au nom du peuple ». Puis il y a un troisième populisme qui serait créer les conditions dans lesquelles le peuple puisse par lui-même prendre la parole. On n'en est peut-être pas encore là, mais c'est peut-être dans cette direction qu'il faut s'orienter. Voilà, merci à tous d'être venus sur ce plateau et à bientôt pour une autre émission.